Donc, Édouard, dans sa présentation, vient d'expliquer comment une prise en compte plus fine des comportements d'épargne des ménages pouvait permettre de mieux comprendre un certain nombre de fluctuations cycliques. Dans ma présentation, je vais m'intéresser plutôt au côté offre de l'économie, c'est-à-dire aux entreprises plutôt qu'aux ménages. Mes recherches s'intéressent en effet à la manière dont la diversité, l'hétérogénéité des entreprises peut permettre d'expliquer un certain nombre de phénomènes macroéconomiques. L'étude des fluctuations cycliques, pour caricaturer un petit peu, s'intéresse à des interactions entre des grands agrégats. Donc, le modèle macroéconomique le plus simple va représenter l'économie avec une entreprise et un ménage dits représentatifs qui interagissent via des relations de production, d'emploi, de consommation et qui font face à des chocs macroéconomiques agrégés qui vont se propager d'un agrégat à l'autre via ces relations de production et de consommation. D'une certaine manière, le macroéconomiste va négliger la diversité qui se cache sous ces grands agrégats pour se concentrer sur des mécanismes de propagation entre agrégats. Au contraire, dans mes recherches, je m'intéresse à la diversité qui se cache sous cet agrégat entreprise représentative. J'étudie la manière dont cette hétérogénéité des entreprises affecte les équilibres agrégés. Pourquoi est-ce que cette diversité peut être importante du point de vue macroéconomique? Principalement pour deux raisons. D'abord, parce que la diversité des entreprises implique que, confrontées à un même choc macroéconomique, on va avoir des réponses individuelles d'ampleur et de nature assez différentes. Pour donner un exemple, prenons un choc pétrolier, Édouard en a parlé tout à l'heure. On voit bien que l'effet d'un choc pétrolier ne va pas être le même selon que l'entreprise utilise ou pas dans sa fonction de production des intrants dérivés du pétrole. De la même manière, un choc monétaire va avoir un impact différent sur des entreprises qui autofinancent leur croissance et sur des entreprises qui ont beaucoup recours à l'endettement extérieur. Donc on voit bien, dans ces conditions, quand on a une telle diversité des réponses des entreprises à des chocs communs, que la compréhension de l'effet agrégé de ces chocs macroéconomiques peut impliquer d'aller regarder un peu dans le détail ce qui se passe sur des sous-populations d'entreprises. Le deuxième élément qui m'intéresse, c'est que la nature même des chocs auxquels les entreprises font face est elle-même assez variée. Donc, si la macroéconomie standard, je dirais, s'intéresse principalement à des chocs de type macroéconomique, la plupart des perturbations auxquelles un entrepreneur va faire face au quotidien sont de fait des chocs microéconomiques, c'est-à-dire qui affectent spécifiquement cette entreprise et sont probablement non corrélés avec ce qui se passe dans d'autres entreprises. Un exemple, au quotidien, une entreprise va devoir faire face à un mouvement social, à la perte d'un client, à un retard dans la livraison d'un intrant, un choc sur la réputation d'une entreprise, etc. Donc, une partie de mes recherches s'intéresse à la manière dont l'effet cumulé de tous ces petits chocs microéconomiques peut permettre d'expliquer une partie des fluctuations macroéconomiques. Pour mener ces recherches, je travaille principalement empiriquement, c'est-à-dire que je travaille avec des données réelles qui concernent des entreprises qui existent vraiment. Donc, le point de départ de ces travaux, c'est des bases de données qui décrivent la population des entreprises qui constituent le tissu économique d'un pays. La plupart du temps, je travaille sur des données françaises, pour des raisons pratiques, parce que j'ai accès à des bonnes données françaises. Et donc, je vais avoir des bases de données qui couvrent 2 millions d'entreprises en France et qui décrivent ces entreprises à la fois dans la cross-section et au cours du temps. À partir de ces grosses bases de données, je vais utiliser des méthodes statistiques pour essayer d'isoler un certain nombre de facteurs qui différencient les entreprises les unes des autres. Et puis ensuite, toujours avec ces méthodes statistiques, je vais essayer d'estimer l'impact de cette dimension d'hétérogénéité sur certaines variables agrégées comme le PIB ou les performances à l'exportation d'un pays. Pour mener ce type de recherche, un des éléments clés et qui est important, c'est d'avoir une matière première de bonne qualité, c'est-à-dire des données précises et, si possible, exhaustives. Et de ce point de vue-là, travailler en France et au CREST en particulier, c'est un atout parce que la France a une tradition de qualité statistique extrêmement élevée et qui est reconnue au niveau mondial. Et puis, le GNES, en partenariat avec l'IX, a développé depuis quelques années un outil qui permet à des chercheurs français et étrangers d'avoir un accès relativement facile à des données de très bonne qualité. Donc, pour parler concrètement, dans mon cas de figure, j'utilise des données administratives qui sont collectées par les douanes, par l'administration fiscale, par l'INSEE.
Ces données sont confidentielles, donc pour les utiliser, il faut suivre un protocole assez strict. En particulier, il faut obtenir une autorisation de levée du secret statistique auprès du Conseil national de l'information statistique. Et une fois qu'on a obtenu cette levée du secret, on est autorisé à travailler sur ces données via le CSD, donc le Centre d'accès sécurisé aux données, qui est une sorte d'environnement stérile dans lequel les chercheurs peuvent travailler sur les données tout en assurant une sécurité importante pour ce type de données un peu sensibles. La raison pour laquelle j'insiste un petit peu là-dessus, c'est parce que ce protocole d'accès à des données administratives est quelque chose qui est quasiment unique au monde. Très peu de pays laissent des chercheurs utiliser des données administratives, et encore moins avec un protocole qui donne un accès relativement facile à ces chercheurs. Par rapport à l'ensemble des chercheurs qui utilisent ce type de données, la spécificité de ce que je fais, c'est vraiment de faire le lien entre des données très désagrégées, dont l'utilisation relève presque du big data, et des questions très macroéconomiques que les chercheurs posent plutôt habituellement en utilisant des séries agrégées. Pour terminer donc, cette présentation, je vais essayer de donner des exemples concrets de résultats qu'on peut obtenir avec ce type de démarche. Donc, j'ai dit tout à l'heure, une des questions qui m'intéresse, c'est la manière dont les entreprises vont réagir de manière hétérogène à un choc commun. Un exemple d'un choc que j'ai étudié dans les quelques dernières années, c'est la libéralisation commerciale et financière qu'ont connue un certain nombre de pays émergents, dont la Chine, à partir du milieu des années 90. Donc cette libéralisation commerciale, notamment, elle a profondément modifié la géographie des flux internationaux de biens et services, puisque évidemment ces pays sont devenus des acteurs majeurs du commerce international. On le voit ici illustré dans le cas de la Chine et de sa participation aux marchés internationaux, à la fois côté exportation et côté importation. Du point de vue des entreprises françaises ou d'entreprises d'autres pays développés, cette entrée des pays émergents sur les marchés mondiaux, c'est un choc de nature macroéconomique, il affecte tout le monde de la même manière. Mais ce qu'on a pu montrer grâce au type d'approche que j'ai décrit à l'instant, c'est que l'impact de ce choc commun avait été très profondément hétérogène d'un secteur à l'autre et même à l'intérieur d'un secteur, d'une entreprise à l'autre. Donc ici, c'est ce qui est illustré, toujours dans le cas français, sur ce graphique, qui est tiré d'un des articles que j'ai publiés il y a quelques années, où on voit comment les exportations françaises en valeur ont évolué sur la décennie 1995-2005, qui est la période où il y a eu une très forte intensification de la concurrence exercée par les pays à bas salaire et en général, et la Chine en particulier. Donc on voit sur ce graphique déjà qu'il y a une forte hétérogénéité intersectorielle, avec des secteurs comme le textile ici, qui ont très profondément souffert de la concurrence exercée par les nouveaux produits chinois sur les pays mondiaux. Donc ici, on voit un secteur comme le textile qui a perdu, en termes de valeur exportée, 20% sur une période de 10 ans, c'est énorme. Et à l'inverse, d'autres pays, de l'autre côté du graphique, qui ont pu bénéficier de l'augmentation de la demande mondiale induite par ces nouveaux marchés. C'est le cas en France du secteur qui produit des équipements de mesure ou bien des produits en cuir. Ce qui est intéressant quand on regarde encore plus dans le détail des données, c'est que même à l'intérieur d'un secteur, on a eu des effets très fortement hétérogènes. Donc, dans cet article en particulier, on regardait comment des entreprises qui produisent des biens différenciés en termes de qualité avaient été affectées d'une manière hétérogène par la concurrence des pays à bas salaire. Et ce qu'on montrait dans les données, ce qui peut paraître un peu évident mais qui n'est pas forcément très facile à montrer empiriquement, c'est que les entreprises qui souffrent relativement plus de la concurrence des pays comme la Chine, c'est les producteurs de biens d'entrée de gamme relativement peu chers, alors que les producteurs qui produisent des biens plus qualitatifs ou à contenu technologique plus important vont être d'une certaine manière isolés de la concurrence des pays qui produisent avec des coûts salariaux relativement faibles. Donc on le voit par exemple ici, si vous regardez l'industrie qui produit des chaussures en France, on voit que cette réallocation de la demande des producteurs de biens relativement peu chers, de faible qualité, vers les producteurs de biens plus qualitatifs et plus chers, ça a tiré très fortement la croissance des exportations dans certains secteurs. Donc ici, l'exemple encore une fois qui est le plus frappant, c'est celui de la production de chaussures. Je pense que cet exemple illustre bien comment, en ayant une approche très fine, basée sur des données individuelles, va permettre de mieux comprendre comment un choc global, ici la concurrence d'un pays comme la Chine, peut avoir un impact agrégé
assez subtil qui dépend de l'effet cumulé de l'impact de ces chocs sur un grand nombre d'entreprises. Sur la période plus récente, je me suis intéressée à ces chocs microéconomiques dont je parlais tout à l'heure, et en particulier à la manière dont ils peuvent permettre d'expliquer une partie des fluctuations du PIB agrégé. Donc ici, on voit les fluctuations du PIB, qui sont les fluctuations cycliques dont on parle tout à l'heure, que le macroéconomiste cherche à expliquer. De manière générale, le macroéconomiste va avoir tendance à expliquer ce type de fluctuations cycliques par la succession de chocs macroéconomiques. La raison pour laquelle on se concentre généralement sur ce type de choc, elle est basée sur un argument lié à la loi des grands nombres. Si vous avez beaucoup d'entreprises qui composent le tissu économique d'un pays, a priori, on devrait s'attendre à ce que des petits chocs négatifs qui affectent certaines entreprises à un moment donné du temps se compensent avec les chocs positifs qui affectent d'autres entreprises au même moment. Et donc l'effet cumulé de ces chocs devrait être proche de zéro à l'agrégé. Des résultats très récents auxquels j'ai contribué montrent que cet argument lié à la loi des grands nombres ne s'applique pas quand on a certaines structures microéconomiques. En particulier quand la distribution des tailles de firmes est très hétérogène, pour caricaturer un petit peu, quand il y a quelques grosses entreprises et beaucoup de petites, les chocs qui affectent les grosses entreprises ne vont pas se compenser avec les chocs qui affectent des plus petites entreprises, et donc on va les retrouver au niveau agrégé. Cet effet est encore amplifié quand les entreprises sont organisées en réseau. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, on voit bien, il y a des constructeurs automobiles qui interagissent avec plein d'équipementiers qui vont fournir les intrants pour la construction de ce bien final. Dans ce type d'organisation en réseau, le choc qui va affecter une entreprise particulière va avoir tendance à s'amplifier parce qu'il va se propager le long du réseau et affecter toutes les entreprises qui sont liées à cette entreprise. Dans un article qu'on a publié récemment avec deux de mes co-auteurs, on estime qu'environ 50% des fluctuations du PIB français sont attribuables à l'effet cumulé de ces chocs microéconomiques. Donc 50%, c'est considérable quand on sait que la quasi-totalité des modèles macroéconomiques qui sont utilisés à la fois par les chercheurs et dans les institutions nationales et internationales qui font la politique économique sont des modèles qui expliquent et prédisent les fluctuations uniquement avec des chocs macroéconomiques. Donc ces modèles, au maximum, peuvent espérer expliquer 50% des fluctuations qu'on observe ici. Quelles sont les implications de ce type de travaux en termes de politique économique ? La leçon que je retiens de ces travaux, c'est que les designs des politiques publiques d'offres, le design des politiques d'offres, est un sujet qui reste assez compliqué et qu'on doit aborder en ayant une perception très fine des mécanismes microéconomiques sous-jacents. En particulier, si on veut évaluer l'efficacité des politiques de ce type, il faut prendre en compte la diversité des réponses des entreprises à ce type de choc, et aussi les effets de sélection, c'est-à-dire le fait que le sous-ensemble d'entreprises qui vont in fine profiter de la politique économique peut être assez différent de la population d'entreprises dans son ensemble. Dans un cadre où on a une forte diversité de la population d'entreprises qui composent le tissu économique, les politiques globales qui affectent l'ensemble des entreprises de manière indistinguée ont tendance à avoir des résultats assez peu satisfaisants. Ça a été le cas récemment du CICE, qui est une politique uniforme de baisse des charges, dont les effets sur l'emploi et l'investissement ont visiblement été assez faibles, disons. Dans ce cas particulier, une des raisons potentielles pour laquelle le CICE n'a pas eu les effets escomptés, c'est que c'est une politique de baisse des charges qui s'appliquait à l'ensemble de la population des entreprises, alors même qu'on sait que ce genre de politiques de baisse des charges sont principalement efficaces sur les bas salaires. Donc, potentiellement, en ciblant plus les entreprises qui embauchent beaucoup de travail non qualifié, on aurait pu avoir une politique moins coûteuse et plus efficace. A l'inverse, les politiques qui sont très ciblées doivent aussi être réfléchies en termes globaux. Par exemple, on entend souvent dire qu'il faut favoriser les petites et moyennes entreprises qui seraient moins compétitives en France que dans d'autres pays. Effectivement, cette sous-population d'entreprises, elle est plus fortement soumise à des contraintes financières, elle a du mal à se développer sur les marchés internationaux. Et donc, dans ce cadre, dans ce contexte, des politiques de soutien à la croissance peuvent permettre à ces entreprises éventuellement de se développer plus rapidement et donc de créer de l'emploi. Les grandes entreprises ont moins besoin de ce genre de levier de croissance. Mais il faut bien garder en tête que les grandes entreprises, c'est aussi celles qui comptent au niveau agrégé, celles qui représentent une part importante de l'emploi agrégé
Et c'est aussi des entreprises qui ont tendance à être liées avec beaucoup d'autres entreprises, à utiliser beaucoup la sous-traitance. Et ces entreprises qui sont liées aux grandes entreprises, elles sont souvent de petite taille, mais elles sont très nombreuses et elles peuvent être assez concentrées géographiquement. Donc dans ce cadre, des politiques temporaires de soutien à ces grandes entreprises, notamment dans des périodes de crise, ça peut être un outil de politique de l'offre efficace, au sens où ça va avoir un impact, des externalités sur le reste de l'économie. Par exemple, en 2008, il y a eu un exemple de soutien aux constructeurs automobiles. Donc, il y a eu, le gouvernement a aidé financièrement les constructeurs économiques. Et ce type d'aide a pu contribuer à maintenir l'emploi dans le reste de la filière. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? D'abord que le design des politiques d'offres, encore une fois, reste un sujet compliqué. On ne sait pas très bien quels sont les bons outils à utiliser, dans quelles circonstances. Dans ce cadre d'analyse, l'objectif pour augmenter l'efficacité des politiques publiques, je pense que c'est vraiment d'essayer de systématiser les études d'impact et en particulier d'avoir des études d'impact qui se font sur des données très fines de façon à bien pouvoir comprendre la diversité des réponses à la politique et les mécanismes microéconomiques sous-jacents qui vont permettre de renforcer l'efficacité de ce type de politique. Voilà, merci.